est effectivement loin d'être fini, mais il est déjà temps pour les jardiniers de penser à l'arrivée du printemps, une arrivée qui se prépare en ce moment. Comment? C'est ce qu'on va voir avec notre journaliste conseil en jardinage, j'ai nommé Pierrick Eberhardt. Bonjour Pierrick. Bonjour. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir là. Vous n'avez pas vu depuis la fin de l'année dernière, donc il faut se rattraper. Les pieds en croix devant la cheminée, c'est fini pour les jardiniers. Je ne suis pas sûr que ce soit arrivé. On a passé de très très bons moments au coin de la cheminée, mais il faut envisager d'en sortir. Voilà, maintenant. il faut se réveiller. Quels sont les arbustes qu'il faut tailler en ce moment? Parce qu'on commence à tailler les arbustes. On commence à tailler les arbustes, mais avant, il faut bien dire aussi que ce n'est pas le jardinier qui commande. C'est la nature. Et oui, il faut s'adapter. Selon les années, la date de début des opérations de taille varie considérablement, puisque l'avancée du printemps dépend de la météorologie. Si je prends le cas de l'année dernière, par exemple, déjà, on était sur le terrain à tailler, puisque l'hiver avait été particulièrement doux, ce qui n'est pas du tout le cas de cette année. Les jardiniers sont très, très contents de l'hiver relativement rigoureux que l'on a eu. Quand on fait quelques comptages, ce qui arrive assez vicieux, que sont quelquefois les jardiniers, on a constaté qu'il y avait eu quelque chose, selon les endroits, en plaine, je parle au moins une bonne 50aine de nuits avec gel, ce qui est très très bon pour la nature. Alors justement, c'est je vais très vous poser la intéressant. question plus tard, mais c'est vrai que le gel, on a tendance à penser que ça va tuer les plantes. Alors, ça peut en tuer certaines. Ça peut en tuer certaines, surtout mais celles qu'on certaines oublie d'entrer. qui sont programmées pour disparaître de toute façon. Mais les autres, ça leur fait Les du autres, bien. ça leur fait du bien, notamment toutes les plantes vivaces, tous les arbustes, les rosiers, les arbres. Ils apprécient considérablement d'avoir des années où il fait froid. Et j'en reviens à la taille. Il ne faut surtout pas tailler quand il fait trop froid. Il faut attendre que le printemps montre le bout du nez, ce qui est le cas en ce moment, vers le 15 février. Il y a un certain nombre d'arbres, d'arbustes, de végétaux au sens large qu'il faut envisager de tailler. Effectivement, on peut penser naïvement que parce qu'il fait froid, on taille pour pas que les branches gèlent. En fait, pas du tout, c'est le contraire. Il faut attendre que l'hiver soit en train de se résorber pour tailler. Il ne s'agit pas seulement de tailler les branches qui auraient été affectées par le gel, mais la taille est un geste aussi qui consiste à aider la plante à repartir, à se fortifier. Mais c'est un geste qui est compliqué, puisqu'il y a une multitude de pratiques en fonction de la multitude des végétaux que l'on a devant soi. Il y a une chose qui est commune à tous les gestes de taille, c'est d'avoir de bons outils. Il faut commencer par affûter tous ces sécateurs et autres objets qui permettent de bien tailler. Il faut aussi penser, on l'oublie souvent, à désinfecter les sécateurs et autres outils, puisque quand on passe d'un arbre à l'autre, on peut aussi transporter, non pas la grippe ou la grippe aviaire, mais un certain nombre de maladies qui affectent les végétaux. Donc il faut toujours penser à désinfecter, alors avec des choses toutes simples, on désinfecte avec un peu d'alcool à brûler, un petit peu d'alcool à 90 si nécessaire, mais il faut y penser notamment pour des arbustes qui sont plus sensibles à un certain nombre de maladies. Je pense aux rosiers et aussi des arbustes d'ornement et les arbres fruitiers, bien évidemment. Oui, justement, pour clore le petit chapitre sur l'utilité du froid, en fait, le froid tue une bonne partie des parasites, puisqu'on parle des maladies et des parasites. Et bienvenue, le froid fait le ménage dans les jardins. Il fait le ménage, il éradique naturellement un certain nombre de prédateurs. Les insectes divers et variés qui attaquent les végétaux, là ça fait du ménage, ça tue les larves, ça tue ceux qui sont en mauvaise forme, c'est très bien, ils reviendront pas au printemps. Ça tue aussi ces prédateurs redoutables pour les jardiniers que sont les escargots, les limaces, ça décime un petit peu, et on observe en tout cas que chaque fois que l'hiver a été un tant soit peu rigoureux, le printemps est d'autant plus beau et surtout libéré de toutes ces bestioles qui cassent les pieds des jardiniers. La nature est plus belle après. Le gel fait son œuvre aussi sur les maladies. C'est l'évidence, c'est le bon sens. Si vous avez un hiver poisseux, humide, où il ne fait pas froid, un certain nombre de pourritures, qui sont le début des maladies, vont sévir. S'il y a un bon froid pendant une bonne période, des températures négatives de jour et nuit, comme on les a eues dans la région,
sur une dizaine de jours. C'est idéal pour toutes les diverses pourritures et autres maladies. Là, ça fait le ménage naturellement. Ça vous dispense d'avoir recours à la chimie ou un certain nombre de choses dont on va parler. Et oui, justement, parce que c'est le moment où on commence à traiter avec des produits naturels, si possible. Alors, c'est vrai qu'il faut s'y faire aux produits naturels, qu'on le veuille ou non. De toute façon, dans les années qui viennent, les produits chimiques lourds ne seront plus exposés à la vente. Donc, il faudra s'organiser différemment. Alors, il y a une chose qui est très pratiquée et qu'on continue de pratiquer, c'est la bouillie bordelaise. Moi, j'ai tendance à dire que la bouillie bordelaise, il faut la garder plutôt pour les fruitiers l'été, ou alors l'utiliser avec beaucoup de précaution, parce que la bouillie bordelaise est constituée d'un certain nombre de molécules, et notamment de cuivre. Or, ce cuivre laisse des traces dans le sol qui ne sont pas forcément à recommander si on en met trop. Alors, il y a un certain nombre d'autres pratiques. Il y a des purins auxquels il faut s'intéresser, les purins d'ortie, les purins de consoude, les purins de tanésie, qui sont très efficaces aussi. Et commencent à apparaître aussi des produits qui sont utilisés en phytothérapie humaine. C'est tous les produits qui sont à base d'huiles essentielles. C'est très à la mode pour tous les huiles essentielles. Voilà, on les met en cuisine, on les met au jardin, on les met aussi. Si ça marche, tant mieux. Hein. Si ça marche, et moi j'ai fait des expériences qui tentent à prouver que ça marche pas si mal. Notamment, on va prendre un exemple assez classique des pucerons, des bestioles comme ça ou des fourmis. Vous prenez une huile essentielle à base de géranium, de clou de girofle ou d'ail. L'ail, ça sent mauvais, ça sent fort, c'est un repoussoir. On peut faire des purins d'ail d'ailleurs, mais en huile essentielle, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne aussi pour des maladies. Un purin de menthe ou un purin de géranium ou un purin d'origan va avoir des effets assez évidents sur toutes ces maladies. C'est à retenir, oui. Donc, c'est à retenir, il faut se documenter, il faut regarder sur les sites spécialisés, demander conseil, mais c'est quelque chose, je crois, qui, d'année en année, va nous permettre d'avoir une approche du jardin beaucoup plus sophistiquée et intelligente. Ah oui, ça peut éviter de disperser les produits chimiques dans la nature, d'autant que ce sont les jardiniers, les petits jardiniers individuels qui en balancent le plus parce qu'ils ne savent pas doser. Ils ne savent pas doser, et il ne faut jamais oublier que ces pratiques d'huiles essentielles sont utilisées par les professionnels, notamment en agriculture écologie, en agriculture biodynamique. Les huiles essentielles sont utilisées par les viticulteurs de la région qui connaissent très bien ces produits. Ce n'est pas uniquement l'air du temps. Donc ça repose sur une réalité scientifique, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on sème en ce moment, Pierrick, dans les potagers, par exemple ? Le temps est venu de semer, de semer et de planter. Il faut attendre d'abord que le sol soit complètement dégelé. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Mais on peut semer ou planter des fèves, par exemple, de l'ail et de l'oignon sous forme de bulbilles. Et puis, dès que le temps se réchauffe un petit peu, vers la fin février, il faut surveiller le thermomètre, on peut semer les premières salades, les laitues. Et je recommande une laitue qui germe très bien dans des conditions encore assez fraîches. C'est la laitue qui s'appelle Belle de mai ou Reine de mai, qui effectivement viendra à maturité à partir de la mi-mai, qui est une très très belle laitue et qu'on peut semer dès la fin février. Et un dernier petit mot sur les jardins d'agrément aussi. Qu'est-ce qu'on peut Alors aux jardins d'agrément, qui sont en ce moment, qui commencent à fleurir, les premiers bulbes, les petits personnages, les crocus, les premières tulipes botaniques. Du côté des buissons, on peut aussi voir apparaître les jasmins d'hiver. On peut semer à l'intérieur un certain nombre d'annuels, par exemple les premières capucines dans les godets, les premiers œillets d'Inde, si on a une petite serre intérieure. Et puis, on prépare le terrain pour tailler, rabattre les vivaces. Et dès que le sol s'est un tout petit peu réchauffé, on peut planter les vivaces et puis planter aussi des bulbes d'été. Merci beaucoup Pierrick, on vous écoute avec passion. On peut vous lire aussi, votre dernier livre s'appelle Jardin de passionnés en Rhône-Alpes et il est comme toujours passionnant, c'est normal avec un passionné.